Mon père est multimillionnaire, et il a une façon malsaine de mettre mes petits amis à l'épreuve. Il laisse une montre à 60 000 $ dans la salle de bain pour voir s'ils vont la voler. Pour le monde extérieur, mon père est un philanthrope et une légende du monde des affaires. Mais à l'intérieur de cette maison, c'est un homme paranoïaque qui pense que tout le monde a un prix, surtout les hommes avec qui je sors. Il est convaincu que n'importe quel homme à mes côtés n'est rien d'autre qu'un chasseur d'argent en costume, attendant simplement le bon moment pour s'emparer d'une partie de son empire. Il a déjà détruit 3 de mes relations avec ce piège. Le premier s'appelait Daniel Harris, le deuxième, Michael Turner, le troisième, Jason Reed. L'un était médecin, l'autre avocat, et le dernier entrepreneur. Tous ont vu la montre. Tous ont essayé de la cacher ou ont menti en disant qu'ils ne l'avaient pas vue, et mon père entrait toujours dans la pièce avec ce petit sourire en coin, brandissant son téléphone pour montrer la localisation GPS de la montre et les mettait dehors avant même que le dessert soit servi. Au début, je pleurais. Mais après la 3e fois, j'ai compris que mon père ne voulait pas que je sois heureuse. Il voulait juste avoir raison. Puis j'ai rencontré Ethan Carter. Ethan était différent. Il est professeur d'histoire dans un lycée et passe ses week-ends à faire du bénévolat dans un centre d'aide alimentaire. Il vit dans un petit studio et conduit une voiture plus vieille que moi. Quand j'ai dit à mon père que j'allais inviter Ethan à dîner, il n'a même pas levé les yeux de son journal. Il a juste murmuré « Je préparerai la montre. » Je l'ai supplié d'arrêter cette folie. « Ethan ne s'intéresse pas à ton argent, » lui ai-je dit. Mais mon père a juste laissé échapper un rire et a répondu « Tout le monde s'intéresse à l'argent, chérie. Certains le cachent, juste mieux que d'autres. » La soirée du dîner était tendue. Nous étions assis dans la grande salle à manger, entourés de portraits aux cadres dorés et de lustres en cristal. Mon père était inhabituellement silencieux, observant chacun des mouvements d'Ethan. Au milieu du plat principal, mon père s'est levé, prétextant devoir vérifier un message, et s'est dirigé vers la salle de bain des invités. Mais je savais très bien ce qu'il faisait. Il posait cette montre à 60 000 $ sur le bord du lavabo en marbre. Je suis restée assise en face d'Ethan, la fourchette dans la main, le cœur battant lourdement, comme quand on sait exactement ce qui va se passer et qu'on ne peut rien faire pour l'empêcher. La salle à manger était silencieuse. Les lustres en cristal projetèrent des ombres longues sur les portraits accrochés au mur. Dehors, le jardin était plongé dans l'obscurité. Ethan coupa un morceau de viande et le porta à sa bouche sans se presser. « C'est bon ?» ai-je demandé, simplement pour dire quelque chose. « Très bon », répondit-il. « Qui cuisine ici ?»« Carmen. Elle travaille avec nous depuis 18 ans. Ça se voit qu'elle fait attention, » dit-il avant de continuer à manger. Aussi simple que ça. Aussi simple qu'Ethan. Je l'avais rencontré 3 mois plus tôt, dans une file d'attente à la banque. J'attendais mon tour pour régler quelque chose que j'aurais pu faire par téléphone, mais que j'avais repoussé trop longtemps. Il était 2 personnes devant moi. Il tenait une enveloppe en papier, avec un livre posé dessus, et il lisait debout comme si c'était parfaitement normal. À un moment, il s'est retourné. Il a vu que je regardais la couverture. Sans dire un mot, il a légèrement tourné le livre pour que je puisse lire le titre. C'est tout, mais ça a suffi pour que je lui parle. Ce n'était pas le genre d'homme que mon père me présentait habituellement. Il n'avait pas la bonne montre, pas le bon nom, pas cette manière de se tenir dans une pièce quand on sait qu'on est évalué. Ethan, lui, ne jouait aucun rôle. Il ne cherchait pas à s'adapter. Lors de notre premier rendez-vous, nous sommes allés dans un restaurant qu'il avait choisi. Un petit endroit, avec des tables en bois, des serviettes en papier, et un menu écrit à la main sur un tableau. Je suis arrivée avec un sac qui coûtait plus que sa voiture, et je me suis assise en face de lui sans savoir exactement comment me comporter dans un endroit comme ça. Ethan ne l'a pas relevé. Ou s'il l'a remarqué, il n'a pas agi comme si c'était un problème. Il m'a parlé de ses élèves. Avec une précision qui m'a surprise. Il se souvenait des noms, des difficultés de chacun. Des moments où quelque chose avait enfin fonctionné pour eux. Ce n'était pas le genre de conversation que j'attendais pour un premier rendez-vous, mais c'était la première fois depuis longtemps que je n'avais pas l'impression de jouer un rôle. Quand je l'ai raconté à mon père, il a posé son journal et m'a regardé avec une expression qui n'était pas de la colère. C'était pire. C'était la patience de quelqu'un qui pense déjà connaître la fin de l'histoire. « Je préparerai la montre », murmura-t-il. Je l'ai supplié d'arrêter. Je lui ai dit qu'Ethan était différent, qu'il ne s'intéressait pas à l'argent, que cette fois, il se trompait. Mon père m'a écouté jusqu'au bout. Puis il a répété « Tout le monde s'intéresse à l'argent, chérie. Certains le cachent juste mieux que d'autres. » Et maintenant, il était dans le couloir, en train de poser cette montre à 60 000 $ sur le lavabo en marbre de la salle de bain des invités. Il l'avait déjà fait 3 fois, avec le médecin, avec l'avocat, avec l'entrepreneur. Les 3 avaient vu la montre. Les 3 l'avaient touchée. Les 3 avaient menti. Mon père revenait toujours avec son téléphone à la main, affichant le GPS, avec ce sourire satisfait, et les mettait dehors avant le dessert. Je regardais Ethan. Il avait terminé son assiette et observait maintenant un des portraits accrochés au mur, avec une curiosité sincère.
C'est qui? Demanda-t-il en désignant le tableau. Mon arrière-grand-père. Il est arrivé ici sans rien. Mon père l'a fait accrocher là pour se souvenir d'où vient la famille. Et ça marche? Je ne sais pas. Parfois j'ai l'impression que mon père ne s'en souvient plus. Il se souvient seulement de ce qu'il possède. Ethan me regarda. Il ne dit rien, mais quelque chose dans son regard changea. Ce n'était pas de la pitié. C'était de la compréhension. Ça va? Demanda-t-il. Oui, mentis-je. Il n'insista pas. C'était aussi ça, Ethan. Il savait quand ne pas insister. 3 minutes plus tard, mon père revint dans la salle à manger, comme toujours, avec cette manière d'entrer dans une pièce comme si elle lui appartenait déjà. Il s'assit, ajusta sa serviette, saisit son verre exactement de la même façon. Tout était à sa place. Tout était sous contrôle. Désolé, dit-il. Un détail qui ne pouvait pas attendre. Bien sûr, répondit Ethan. Mon père le regarda. Un regard rapide, mais complet. Du genre qui classe quelqu'un en quelques secondes. Ethan, dites-moi, dit mon père avec ce ton qui ressemble à de l'intérêt mais qui est un interrogatoire. Depuis combien de temps enseignez-vous? 8 ans. Toujours la même matière? L'histoire? Oui. Ça ne vous ennuie pas? Ethan posa son verre. Non, les élèves changent chaque année. Le programme reste le même, mais les questions sont différentes. Ça suffit à tout changer. Mon père sourit. C'était le sourire qu'il utilisait quand il pensait avoir compris quelqu'un. Le dîner continua. Mon père enchaîna avec d'autres questions, toutes formulées comme une simple curiosité, mais qui ressemblaient à un examen déguisé. Il demanda si le salaire d'enseignant suffisait pour vivre, s'il avait déjà envisagé un métier plus rentable, si les hommes de sa génération ne se sentaient pas dépassés en voyant d'autres réussir plus vite. Ethan répondait calmement, sans se défendre, sans chercher à impressionner. Il parlait comme quelqu'un qui n'avait rien à prouver. À un moment, Ethan s'excusa et se leva pour aller aux toilettes. Je le regardais prendre le même couloir que mon père quelques minutes plus tôt. Et à cet instant précis, tout s'arrêta. Mon père glissa sa main sous la table et sortit son téléphone. Je le vis du coin de l'œil. L'écran s'alluma. L'application du traceur GPS était ouverte. Ses doigts immobiles sur l'écran. En attente. Je ne bougeais pas. La salle était silencieuse. L'horloge ancienne du salon marqua les quarts d'heure. Dans la cuisine, un bruit de casserole retentit. Une flamme des chandeliers vacilla un instant, puis se stabilisa. 4 minutes. Ethan revint. Il s'assit, replia sa serviette sur ses genoux, but une gorgée d'eau. Puis reprit la conversation, comme si rien ne s'était produit, parce que, pour lui, rien ne s'était produit. Je regardais mon père. Ses yeux restaient fixés sur l'écran de son téléphone. Je vis un léger pli se former entre ses sourcils. Il fit glisser son doigt sur l'écran. Regarda encore, puis rangea le téléphone dans la poche intérieure de sa veste, lentement, presque prudemment. « Encore un peu de vin, papa » demandai-je. « Oui » répondit-il d'une voix parfaitement neutre, trop neutre. Nous finîmes le dîner. Mon père parla peu durant les 20 dernières minutes. Ethan ne sembla pas le remarquer. Ou s'il l'avait remarqué, il ne le montra pas. Il resta le même homme calme qui était entré ce soir-là, sans précipitation, sans posture, sans chercher à combler les silences. Quand nous nous levâmes de table et arrivâmes à l'entrée, mon père accompagna Ethan jusqu'à la porte avec une courtoisie que je ne lui avais pas vue depuis longtemps. Ethan lui serra la main. Il dit que le dîner avait été excellent. Il m'embrassa brièvement sur la joue et sortit sous une pluie fine. Sa voiture était garée un peu plus loin, au bout de la rue. Pas de parapluie. Il marcha quand même. Mon père et moi restâmes debout dans l'entrée, regardant les feux arrière disparaître au coin de la rue. L'air sentait la pluie et la terre humide. « Bonne nuit », dit mon père. Puis il se dirigea vers son bureau, sans sourire, sans lever son téléphone, sans commentaire. Juste ses pas sur le marbre et le clic de la porte qui se ferme. Je restais dans l'entrée, immobile, 3 relations brisées. 3 hommes renvoyés avant le dessert. 3 fois moi, en larmes dans ma chambre pendant que mon père se versait un whisky, persuadé d'avoir eu raison. Cette fois, il n'y avait pas eu de dessert. Cette fois, il n'était pas revenu à table en levant son téléphone. Cette fois, il n'avait rien montré. Je montais lentement les escaliers. Je ne pleurais pas. Je ne ressentis pas le soulagement que j'attendais. Je ressentis autre chose. Quelque chose de plus étrange. Le malaise de gagner sans comprendre ce que j'avais gagné, ni ce que cela allait me coûter. Parce que je connaissais mon père, et je savais que son silence ce soir-là n'était pas une défaite. C'était le début de quelque chose. Le lendemain matin, je suis descendue prendre mon petit déjeuner à 8 heures. Mon père était déjà assis à table. Ce n'était pas inhabituel. Ce qu'il était, c'est qu'il n'avait pas le journal entre les mains. Il tenait simplement sa tasse de café, les 2 mains autour,
et fixait le jardin à travers la fenêtre avec une expression que je n'ai pas reconnue tout de suite. Il m'a fallu quelques secondes pour la comprendre, parce que je ne l'avais jamais vu chez lui. Il réfléchissait. Pas en train de calculer, il réfléchissait. Je me suis assise. Carmen m'a apporté un café sans que je demande quoi que ce soit. Dehors, le jardin était encore humide de la pluie de la veille. « Bonjour », ai-je dit. « Bonjour », a-t-il répondu. Silence. Je versai un peu de lait dans ma tasse. « Tu as bien dormi ?»« Oui, et toi ?»« Pas vraiment. » Il n'a rien ajouté, moi non plus. Pendant 10 minutes, nous avons déjeuné sans parler. Ce n'était pas complètement inhabituel, mais ce silence-là était différent. Les silences habituels de mon père étaient pleins. De journal, de téléphone, du bruit de la radio qu'il mettait parfois en fond. Celui-ci était vide. Quand j'ai terminé mon café et que je me suis levée, sa voix a coupé le silence. Ethan n'a pas touché à la montre. Je me suis arrêtée net. Je ne me suis pas retournée tout de suite. « Non », ai-je dit. Le traceur a indiqué la salle de bain pendant tout le temps où il y était. Il n'a pas bougé. « Je sais, papa. » Là, je me suis retournée. Mon père fixait toujours le jardin. « Depuis combien de temps vous voyez ?»« 3 mois. » « Et pendant ces 3 mois, il ne t'a jamais demandé quoi que ce soit? De l'argent, des contacts, un service? Jamais. » Il a hoché la tête, très lentement, comme s'il confirmait quelque chose qu'il savait déjà, mais qu'il avait besoin d'entendre à voix haute. Puis il a pris sa tasse, a bu la dernière gorgée et l'a reposée soigneusement sur la table. « Je vais me renseigner sur lui. » Ce n'était ni une question ni un avertissement, juste une information. « D'accord », ai-je répondu. Je suis partie sans discuter. Discuter sur ce point ne servait jamais à rien, et je le savais. Il allait creuser, avec ou sans mon accord. La différence, cette fois, c'est que je n'allais pas faire semblant de l'ignorer. Ethan m'a appelé cet après-midi-là. « Ça va ?» demanda-t-il. « Oui. Et toi ?» J'ai 27 copies à corriger, et le chauffage de mon studio est tombé en panne. Mais sinon, ça va. J'ai ri malgré moi. « Comment tu as trouvé le dîner ?» ai-je demandé. Il y a eu un léger silence. « Ton père est intéressant. C'est une manière polie de le dire. Il est intelligent, et il ne fait confiance à personne. Ce genre de méfiance vient toujours de quelque part. Je n'ai pas répondu tout de suite. Ethan avait cette habitude. Il disait des choses qui demandèrent du temps pour être digérées, et il ne remplissait pas ce silence par des mots inutiles. « Il t'a mis mal à l'aise ?» ai-je fini par demander. « Non. Il m'a posé des questions logiques. J'ai répondu honnêtement. Si ça ne lui suffit pas, c'est son problème, pas le mien. » Il n'y avait aucune amertume dans sa voix. Juste un fait. Et cette absence de rancœur m'en a dit plus sur lui que n'importe quel long discours. Mon père a mis 4 jours à me donner le résultat de ce qu'il avait trouvé. Il m'a appelé dans son bureau un jeudi après-midi, ce qui, chez lui, signifiait que la conversation serait sérieuse. La pièce sentait le bois ciré et les vieux livres. Une fine chemise en carton reposait sur son bureau. Je me suis assise en face de lui. « Je me suis renseignée, » dit-il. Je m'en doutais. Il n'a pas de dette, aucun casier, aucun lien avec mes affaires, rien. Il fit une pause. Il n'a pas non plus de biens significatifs. Sa voiture a 12 ans, il est locataire, ses économies sont modestes. Je le savais déjà, papa. Ce que tu ne savais pas, dit-il en ouvrant le dossier, c'est ça. Il fit glisser une feuille vers moi. Une liste de noms, 22. À côté de chacun, une date et quelques notes écrites à la main. Ce sont d'anciens élèves. Des jeunes qu'il a continué à suivre après leur diplôme. Certains avaient des problèmes familiaux. D'autres étaient dans des situations compliquées. Il les a aidés de son propre chef. Sans y être obligé, sans être payé. J'ai fixé la feuille. Sans parler. J'ai aussi trouvé 3 lettres de famille qui ont écrit au lycée pour le remercier. Et une reconnaissance officielle de la mairie, qu'il n'est jamais allé chercher parce qu'il n'aime pas ce genre de choses. J'ai levé les yeux vers lui. Son visage n'affichait pas ce à quoi je m'attendais. Pas de victoire. Pas d'assurance, plutôt la confusion d'un homme qui a passé sa vie à construire une théorie sur la façon dont le monde fonctionne, et qui vient de tomber sur une donnée qui ne rentre dans aucune case. « Et alors ?» ai-je demandé. « Et rien. » Je voulais juste que tu saches ce que j'ai trouvé. J'ai repoussé doucement la feuille vers lui. Je le savais déjà, papa. Je n'ai pas eu besoin d'enquête pour le savoir. J'ai juste eu besoin de l'écouter. Il n'a rien répondu. Je me suis levée pour partir. Arrivée à la porte, je me suis arrêtée. Tu as détruit 3 de mes relations avec cette montre, le médecin, l'avocat, l'entrepreneur. Tu les as mis dehors avant le dessert. Et moi, j'ai pleuré dans ma chambre pendant que tu te servais un whisky en pensant avoir fait ce qu'il fallait. Silence derrière moi. Cette fois, la montre est restée exactement là où tu l'avais posée. Et malgré ça, tu cherches encore une raison d'avoir raison. J'ai ouvert la porte.
Je ne vais plus attendre ton approbation pour vivre ma vie. Je voulais juste que tu le saches. Je suis sortie et j'ai refermé la porte sans la claquer. Dans le couloir, je suis restée un instant, la main encore sur la poignée. J'ai attendu un bruit. Des pas. Un tiroir qui s'ouvre. N'importe quoi. Il n'y a eu que le silence du bureau. Et, dehors, le jardin encore mouillé d'une pluie qui s'était déjà arrêtée. Mon père n'a pas prononcé le nom d'Ethan pendant 2 semaines. C'était nouveau. Avec les 3 précédents, il y avait toujours eu un commentaire dès le lendemain, une remarque déguisée en inquiétude, une façon de maintenir la pression pour que je sente que son jugement restait en suspens. Cette fois, rien. On déjeunait, on dînait quand nos horaires se croisaient, on parlait de la maison, de la fondation qu'il dirigeait, de banalités, mais le nom d'Ethan ne sortait jamais. Mon père est capable de beaucoup de choses. Mais son silence calculé, c'est ce que j'ai toujours eu le plus de mal à comprendre. Je ne savais pas si ce silence voulait dire qu'il avait lâché l'affaire ou qu'il préparait autre chose. Moi non plus, je n'en parlais pas. J'attendais. Ce que j'ai remarqué, en revanche, c'est qu'il quittait la maison plus tôt le matin et rentrait plus tard le soir. Que certains soirs, il revenait avec une expression qui n'était pas exactement de la fatigue, mais quelque chose de plus difficile à nommer. Et 2 fois, je l'ai trouvé dans la bibliothèque, un livre ouvert entre les mains, sans le lire. La page était la même les 2 fois. Le jeudi de la 2e semaine, Carmen m'a dit quelque chose sans y penser. « Votre père a demandé des nouvelles de Monsieur Ethan », a-t-elle glissé en me servant le café, avec cette neutralité propre aux gens qui ignorent qu'ils viennent de lâcher une bombe. Demander quoi? S'il s'agissait bien de l'homme venu dîner, et ce que j'en avais pensé. Je n'ai rien répondu. J'ai bu mon café en silence. Ethan avait été le seul invité, depuis des années, à la remercier personnellement pour le repas avant de partir. Je me suis rendu compte que ça voulait dire quelque chose, pas seulement pour elle. Pour mon père aussi. L'après-midi même, j'ai appelé Ethan. « Tu sais que mon père continue de se renseigner sur toi? » « Oui. » Je me suis figée. « Comment tu le sais? » Quelqu'un de l'administration de mon lycée m'a dit qu'on avait demandé des informations à mon sujet. Ce n'était pas difficile de deviner qui. « Ça ne te dérange pas? » Il a pris un instant avant de répondre. « Un peu. Mais je comprends pourquoi il le fait. Moi pas. »« Si, tu comprends, » a-t-il dit calmement. « Tu refuses juste de lui donner raison. Ça m'a poursuivi toute la journée. » La fissure est apparue un samedi matin. J'étais dans le jardin avec un café quand mon père est sorti par la porte latérale, téléphone à la main, sans m'avoir vu. Il s'est assis sur une chaise en fer forgé, sous le noyer, et a composé un numéro. Je n'ai pas essayé d'écouter. Mais le jardin est calme à cette heure-là, avant que la maison ne s'anime. Et mon père parle toujours trop fort quand il est concentré. « J'ai besoin que vous m'en disiez plus sur ce programme, » a-t-il dit. « Celui dont vous avez parlé. Pour les élèves à risque. » Un silence. « Non, ce n'est pas une question d'investissement. Je veux comprendre comment ça fonctionne. » Une pause plus longue. « Et ce professeur qui s'en occupe, ça fait combien de temps qu'il le fait? » Je me suis figée. « Je vois. Et les résultats sont vérifiables? Il y a des données? » Nouvelle pause. « Envoyez-moi ce que vous avez. » Il a raccroché. Puis il a levé les yeux et m'a vue. Son visage a changé. Pas de honte exactement. Plutôt l'inconfort de quelqu'un surpris en train de faire quelque chose qu'il ne sait pas encore expliquer. « Depuis quand tu es là? » « Avant que tu sortes. » Il a hoché la tête, sans rien dire d'autre pendant quelques secondes. Puis, « Tu savais que ton petit ami coordonne un programme pour les élèves à risque de décrochage? » « Oui, » ai-je répondu. Il me l'a dit la première semaine où on s'est connus. Mon père a détourné le regard vers le jardin. « Il y a des résultats concrets, » a-t-il dit. 43 élèves en 4 ans. Tous ont obtenu leur diplôme, alors que les statistiques disaient le contraire. « Je sais, papa. » Il a pris une inspiration lente. « Et pourquoi tu ne me l'as pas dit? » Je l'ai regardé, parce que ça n'aurait rien changé pour toi. Ton problème avec Ethan n'a jamais été qu'il manque de mérite. Ton problème, c'est qu'il n'a pas d'argent. Il n'a pas répondu tout de suite. Ce n'est pas tout à fait juste, a-t-il fini par dire. Alors explique-moi. Il s'est levé, a fait quelques pas sur l'herbe encore humide, puis s'est arrêté, dos à moi. Quand j'étais jeune, a-t-il dit, j'ai fait confiance à quelqu'un qui ne la méritait pas. J'ai perdu beaucoup. Pas seulement de l'argent, un silence. Depuis, j'ai appris à vérifier avant de faire confiance. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de l'expérience. C'était la première fois qu'il me disait quelque chose comme ça. En 30 ans, il n'avait jamais parlé d'une perte qui ne soit pas financière. Jamais ouvert la porte à une partie de son histoire personnelle. Toujours allé de l'avant. Toujours vers le prochain contrat, la prochaine décision. Le passé n'existait pas dans son vocabulaire. Qui c'était? Ai-je demandé. Peu importe, c'est du passé. Ça compte, papa. Parce que tu utilises ce que cette personne t'a fait pour mesurer tout le monde. Même Ethan qui n'a rien à voir avec ton histoire. Il s'est retourné.
Il m'a regardé longuement. Peut-être, a-t-il simplement dit. Puis il a soupiré. Et c'était tout. 2 mots. Mais venant de lui, c'était déjà énorme. Il est rentré dans la maison sans ajouter quoi que ce soit. Je suis restée dans le jardin, mon café froid entre les mains, en regardant le noyer, en me disant que je n'avais encore rien gagné. Mais quelque chose avait bougé. Une petite fissure. Et dans cette maison, avec cet homme, ça voulait dire beaucoup. 3 jours après la conversation dans le jardin, mon père m'a demandé si je voulais dîner avec lui. Ce n'était pas inhabituel. On mangeait ensemble plusieurs fois par semaine. Ce qu'il était, c'était la façon dont il l'avait demandé. Il s'était arrêté dans l'embrasure de ma porte, avait frappé avec les doigts alors qu'elle était déjà ouverte, et avait simplement dit « Tu dînes avec moi ce soir ?» Pas comme d'habitude. D'habitude, c'était une question qui n'en était pas vraiment une. Cette fois, c'était une vraie question. « Oui », ai-je répondu. Nous avons dîné dans la petite salle à manger, pas dans la grande. Ça aussi, c'était différent. La grande salle, c'était pour les invités, pour les dîners où mon père voulait que la pièce parle à sa place avant qu'il ouvre la bouche. La petite, c'était celle qu'on utilisait quand on était juste tous les deux. Quand j'étais enfant et que ma mère vivait encore ici, on mangeait toujours là. Une petite table pour 4 personnes, 2 fenêtres donnant sur le jardin latéral et une lampe qui donnait une lumière plus chaude que le reste de la maison. Je ne me souvenais plus de la dernière fois qu'on avait mangé ici. Carmen servit sans rien demander. Soupe, poulet, salade, des choses simples. Mon père attendit qu'elle sorte de la pièce avant de parler. Quand j'avais 28 ans, dit-il, j'avais un associé. Il s'appelait Peter. Je ne dis rien. Je ne voulais pas l'interrompre. On s'était rencontrés à l'université. On a monté notre première vraie affaire ensemble. 3 ans de travail, tous les deux. Sans repos, sans vacances, rien d'autre que ça. Il s'arrêta un instant. La 3e année, quand l'entreprise tournait bien, Peter a négocié dans mon dos la vente de sa part à un concurrent, sans me prévenir. Le soir où il a signé, il m'a appelé pour me dire que nous n'étions plus associés. Juste comme ça ? Demandai-je. Juste comme ça. Et Peter était vraiment ton ami ? Ou tu croyais juste qu'il l'était ? Mon père garda le silence quelques secondes. C'est la question que je me suis posée pendant des années, et je n'ai jamais trouvé de réponse qui me satisfasse. Il prit une gorgée d'eau. Qu'est-ce que tu as perdu ? L'entreprise. Le concurrent a utilisé la part de Peter pour bloquer toutes mes décisions. J'ai fini par vendre ma part à un prix ridicule. J'ai perdu 5 ans de travail et presque tout ce que j'avais mis dedans. Et Peter ? Il est parti avec une belle commission, puis il a disparu. Je ne l'ai jamais revu. Silence. Le plus dur, ce n'était pas l'argent, ajouta-t-il. C'était de ne rien avoir vu venir. Je pensais le connaître. J'étais témoin à son mariage, et jamais je n'ai soupçonné ce qu'il préparait. Je baissai les yeux. C'est pour ça, la montre ? C'est pour ça. Il fit une pause. Après Peter, j'ai décidé de tester les gens avant de leur faire confiance. Pas seulement dans les affaires, dans tout. Mais ce n'est pas pareil, papa. Les hommes que je fréquentais n'étaient pas tes associés. C'étaient mes petits amis. Je sais. Et tu les as quand même mis à la porte. Je sais, répéta-t-il. C'était la première fois qu'il l'admettait sans chercher à se justifier. Juste comme un fait. Pourquoi tu me racontes ça maintenant ? Il posa sa fourchette. Il me regarda droit dans les yeux. Parce que ce que tu m'as dit dans le jardin était juste. J'ai utilisé ce que Peter m'a fait pour juger des gens qui n'avaient rien à voir avec lui. Et ça fait tellement longtemps que je fonctionne comme ça que je ne le remettais même plus en question. Et Ethan t'a fait le remettre en question ? Ethan n'a pas réagi comme les autres. Il n'a pas touché la montre. Il n'a pas essayé de m'impressionner. Il n'a rien demandé. Et quand j'ai cherché, j'ai trouvé un homme qui fait depuis 8 ans quelque chose que personne ne lui demande et que personne ne récompense. Il s'arrêta. Ça ne rentre dans aucune case que je connais. Pourquoi il ne rentre pas ? Parce que je n'ai aucune catégorie pour lui. Nous avons fini le repas presque en silence. Mais ce n'était plus le même silence que les jours précédents. Ce n'était plus un silence plein de choses non dites. C'était juste un silence. Le silence de 2 personnes qui venaient de dire quelque chose de vrai. Quand Carmen a retiré les assiettes, mon père a glissé la main dans la poche intérieure de sa veste et en a sorti quelque chose. Il l'a posée sur la table, lentement. C'était une photo. Une petite photo imprimée sur du papier ordinaire. 2 jeunes hommes devant un bureau minuscule. Une porte vitrée. Une pancarte accrochée de travers au mur. « Peter et moi le jour où on a ouvert », dit mon père. Je garde ça dans un tiroir depuis 30 ans. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai jamais jeté. Je regardais l'image. Mon père y avait des cheveux plus foncés et un sourire que je ne lui avais pas vu depuis des décennies. Pourquoi tu me montres ça ? Il garda le regard posé sur la photo. Pour que tu comprennes que je n'ai pas toujours été l'homme que je suis maintenant. Il reprit la photo et la remit dans sa poche. Et pour te dire que je me suis trompée pour les 3 autres, je ne sais pas s'ils étaient de bons hommes ou pas.
Je ne leur ai jamais laissé l'occasion de le prouver. Je ne répondis pas tout de suite. C'était trop à encaisser d'un seul coup. Je ne te demande pas d'oublier, dis-je finalement. Je ne te le demande pas non plus, répondit-il. Je te demande juste de ne pas recommencer. Il hocha la tête. Une seule fois, lentement. Je me levai de table, lui souhaitai bonne nuit, et montai dans ma chambre. Je refermai la porte et restai assise sur le bord du lit, dans le noir. Dehors, le jardin était silencieux. La maison, immobile. J'ai pensé appeler Ethan, mais j'ai décidé que cette conversation pouvait attendre le lendemain. D'abord, il fallait que je digère ce qui venait de se passer dans cette petite salle à manger. Mon père venait d'admettre qu'il s'était trompé, sans que je le force. C'était peu, et c'était énorme. Ça dépendait d'où on regardait. Et je n'avais pas encore trouvé d'où regarder. Le lendemain, j'ai tout raconté à Ethan. On s'est retrouvés dans le même petit restaurant que pour notre premier rendez-vous. Même menu écrit à la main sur un tableau. Même tables en bois. Même simplicité. Il a commandé exactement la même chose que la première fois. Une chose de plus que j'aimais chez lui. Il ne changeait pas pour donner une impression. Il m'a écouté sans m'interrompre, sans préparer sa réponse, sans faire semblant de comprendre avant que j'ai fini. Juste écouter. Quand j'ai terminé, il est resté un instant silencieux. « Comment tu te sens par rapport à tout ça ?» demanda-t-il. « Mieux qu'avant. Mais pas complètement bien. Pourquoi pas complètement ? Parce que j'ai passé des années à attendre que mon père me fasse assez confiance pour ne pas détruire mes relations. Et maintenant qu'il change, ce n'est pas parce qu'il me fait confiance. C'est parce que toi, tu as réussi son test. » Il hocha lentement la tête. C'est une réaction logique. Je le regardais. « Et toi, comment tu te sens ? Je ne t'ai même pas demandé. » Il resta un moment silencieux, le verre d'eau dans la main. « Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. » Finit-il par dire. Quelque chose dans son ton me fit reposer ma fourchette. « Quoi ?» Il posa son verre, la montre. Une courte pause. Je l'ai vue. Je restais immobile. « Tu l'as vue ? » « Oui. Et tu ne l'as pas touchée ? » ?»« Non. Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant ? » Il posa le verre, tranquillement. « Parce que ça n'aurait rien changé à ce moment-là. Et si je te l'avais dit ce soir-là, la conversation aurait tourné autour de la montre, pas autour de ce qui comptait vraiment. » Je pris une inspiration lente. Et qu'est-ce qui comptait vraiment ? Que ton père a posé un objet cher dans une salle de bain pour voir si je le prendrais, et que je ne l'ai pas pris parce que ce n'était pas à moi. Il n'y a rien de plus compliqué que ça. Je l'observai longuement. Mais il y a plus que ça, dis-je. Si tu ne l'as pas touché parce que tu savais que c'était un piège, ce n'est pas pareil que de ne pas y avoir pensé. Je ne l'ai pas touché parce que ce n'était pas à moi, répéta-t-il. Que ce soit un piège ou non ne change rien. Même si ce n'en avait pas été un, je ne l'aurais pas prise. Comment je peux en être sûre ? Tu ne peux pas. Il me regarda droit dans les yeux. Comme moi, je ne peux pas être sûre que tu me dis toujours tout. La confiance ne fonctionne pas avec des tests. Elle se construit avec le temps. Je m'adossai à ma chaise. Tu savais avant même d'entrer que c'était un test ? Je m'en doutais. Et tu es venu quand même ? Je suis venue pour dîner avec ton père, pas pour passer un examen. Je demandais l'addition sans finir mon assiette, pas par colère, juste parce que j'avais besoin d'air pour mettre de l'ordre dans ce que je ressentais. Nous sortîmes dans la rue. L'air était frais, le ciel gris. Pas de pluie, mais l'humidité était encore là. On marcha un moment sans parler. « Tu es fâché ? » demanda Ethan. Je réfléchis. À quoi ? Au fait que tu sais quelque chose depuis des semaines, que moi, j'ignorais que tu savais. Oui. Et tu ne me l'as pas dit ? Non. Il fit une pause. Tu aurais voulu que je le fasse ? Je m'arrêtai. Je ne sais pas. Peut-être. Je crois que si on construit quelque chose, on ne peut pas garder ce genre de choses l'un pour l'autre. Tu as raison, dit-il calmement. C'est pour ça que je te le dis maintenant. Je restai silencieuse. Puis je hochai la tête. On a repris la marche. Arrivé au coin de la rue, Ethan s'est arrêté. Une dernière chose, a-t-il dit. Quoi ? La prochaine fois que ton père voudra me parler, je préférerais que ce soit sans montre entre nous. Ce n'était pas vraiment une blague. Mais il y avait cette légère courbe au coin de ses lèvres, cette manière qu'il avait de dire quelque chose de sérieux, avec une touche de légèreté. J'ai laissé échapper un petit rire, plus nerveux qu'autre chose. Je lui dirai. Bien, on s'est séparés là, au coin de la rue. Je l'ai regardé partir, les mains dans les poches, son rythme tranquille, sans jamais se retourner. Sur le chemin du retour vers la maison, seul dans la voiture, je repensais à tout ce qu'il venait de me dire. Il avait vu la montre, il l'avait vue, et il n'y avait pas touché. Et il ne me l'avait pas dit avant aujourd'hui. Mais au lieu de me sentir trahie, je ressentais quelque chose d'autre. Quelque chose de plus proche d'une certitude. La certitude que l'homme qui venait de me parler était exactement celui que je pensais qu'il était. Et ça, contrairement à un traceur GPS, on ne peut pas le falsifier.
J'ai transmis le message d'Ethan à mon père ce soir-là. Je ne l'ai pas présenté comme une plaisanterie, ni comme une provocation. Je l'ai dit simplement, quand je l'ai croisé dans le couloir alors qu'il sortait de son bureau avec un verre d'eau à la main. Ethan m'a dit que la prochaine fois que tu veux lui parler, il préfère que ce soit sans la montre. Mon père s'est arrêté net. Il m'a regardé. Il sait pour la montre? Oui, et il sait aussi qu'il l'a vue et qu'il n'y a pas touché. Il me l'a dit aujourd'hui. Quelques secondes de silence. Il a tourné lentement le verre entre ses mains. Il l'a vue dès le début? Oui, il a hoché la tête, très lentement. Puis il a repris sa marche vers sa chambre, sans ajouter un mot. Je suis restée dans le couloir, me demandant si je n'avais pas été trop directe pour une seule soirée. Mais c'était justement la différence entre continuer à contourner mon père ou lui parler comme à un adulte. J'ai choisi la seconde option. 3 semaines plus tard, mon père a appelé Ethan. Il ne m'a pas prévenu. Je l'ai appris après, quand je suis rentrée à la maison un après-midi, et que je les ai trouvés tous les deux assis dans le jardin sous le noyer, chacun avec une tasse de café. Je me suis figée sur le seuil. Ethan m'a vu le premier. Il a levé la main pour me saluer, tranquille, comme si prendre un café avec mon père était quelque chose de parfaitement normal. Mon père s'est retourné. Son expression était difficile à déchiffrer, mais elle n'était pas hostile. « Je voulais parler avec Ethan », a-t-il dit, comme si cela suffisait à tout expliquer. « Je vois », ai-je répondu. Je me suis assise. Carmen est arrivée avec une tasse pour moi, sans qu'on le lui demande. Nous sommes restés un moment en silence. Pas un silence tendu, juste un silence. Je lui parlais du programme de bourse de la fondation, a fini par dire mon père. J'ai regardé Ethan. Il m'a demandé si je connaissais des élèves qui pourraient correspondre, dit Ethan. Je lui ai dit que j'en ai 4 ou 5 en tête en ce moment. Il marqua une pause. Et j'ai ajouté que les critères de sélection sont bons, mais que le processus est trop long pour les familles qui n'ont pas le temps de remplir autant de formulaires. Résultat, beaucoup de ceux qui auraient besoin d'aide ne déposent même pas de dossier. Je tournai la tête vers mon père. Il m'a demandé de revoir la procédure, dit mon père, d'un ton neutre, sans la moindre défensive. Et il a raison. Ça fait 10 ans que c'est comme ça, et personne n'a jamais remis ça en question. Je ne dis rien. C'était la première fois que j'entendais mon père reconnaître, devant moi, que quelqu'un d'autre avait raison sur quelque chose qu'il dirigeait. La conversation a continué pendant presque 40 minutes. Ils ont parlé du programme, des élèves, de ce qui fonctionnait et de ce qui ne marchait pas dans le modèle qu'Ethan utilisait. Mon père posait des questions précises. Ethan répondait avec des faits. Ni l'un ni l'autre ne jouait un rôle pour l'autre. Quand Ethan est finalement parti, mon père et moi sommes restés seuls dans le jardin. « Pourquoi tu l'as appelé ?» ai-je demandé. Il garda un instant le silence, comme s'il pesait ses mots. « Parce que je voulais lui parler sans dîner, sans décor, sans piège. » Il marqua une pause. « Et parce que je lui devais des excuses. Tu les as faites ?» ?»« Oui. Et comment il a réagi ?» Mon père termina son café. Il a dit qu'il comprenait. Et il a continué à parler du programme comme si les excuses étaient secondaires, comme si l'important était ailleurs. Je laissai passer quelques secondes. Ça lui ressemble. Oui, je commence à le comprendre. Un nouveau silence s'installa entre nous, puis mon père ajouta « Je ne vais pas te demander de me pardonner pour les 3 autres. Je n'ai pas le droit de te demander ça. » Il détourna le regard. « Mais je veux que tu saches que j'y pense. » Je l'ai observé un instant. « Pas tous les jours, papa. Ce serait trop. » Quelque chose bougea dans son expression. Pas un sourire exactement, mais presque. 6 mois plus tard, Ethan et moi avons emménagé ensemble. Ce ne fut ni une décision dramatique, ni une grande annonce. Juste un moment où nous avons réalisé qu'on passait déjà presque tout notre temps ensemble, et que garder 2 appartements n'avait plus de sens. L'appartement était petit. Beaucoup plus petit que la maison où j'avais grandi. Une cuisine sans îlot central. Un salon avec des fenêtres donnant sur la rue. Une chambre juste assez grande pour un lit et quelques affaires. Mon père est venu le voir un après-midi, sans prévenir longtemps à l'avance. Il a fait le tour en silence. Puis s'est arrêté près de la fenêtre du salon, regardant la rue en contrebas. « C'est petit », a-t-il dit. « Je sais. »« Vous êtes bien ici ?»« Oui. » Il hocha la tête. Il se dirigea vers la porte. Puis, juste avant de sortir, il glissa la main dans la poche intérieure de sa veste. Il en sortit la montre. Il la posa sur la petite table de l'entrée, avec soin, et il me regarda. Je n'en aurais plus besoin pour ça. Je restais silencieuse. Je fixai la montre sur la table. 60 000 $ de méfiance posés là, comme un souvenir. « Je ne la veux pas, papa. »« Je ne te la donne pas. Je te la montre. » Il fit une pause. « Demain, je la donne à la fondation. Elle sera vendue. Et l'argent ira au programme de bourse. » Je le regardai, surprise. « C'était l'idée d'Ethan, ajouta-t-il avant que je puisse demander. Puis il sortit, sans un mot de plus.
Je restai seule dans l'entrée, les yeux posés sur la montre. J'entendis ses pas dans l'escalier, puis la porte de l'immeuble s'ouvrir et se refermer. Je pris la montre dans ma main un instant. Puis je la reposai à sa place. Je rejoignis Ethan dans la cuisine. Il terminait de préparer le dîner. « Ta montre est dans l'entrée, lui dis-je. » Il ne leva même pas les yeux de la poêle. « Ce n'est pas la mienne. » « Je sais. » Je m'assis près de la fenêtre. « Mais c'était ton idée. » Il haussa les épaules, toujours concentré sur la cuisson. Quelqu'un devait s'en servir pour quelque chose qui en vaut la peine. Je ne répondis rien. Je restai assise, regardant la rue par la fenêtre pendant qu'il finissait de cuisiner. Et je me suis dit que je n'avais ni gagné une bataille, ni pris une revanche. J'avais juste choisi la bonne personne. Et le reste avait fini par trouver sa place.